Pourquoi avoir écrit ce livre? Ce livre, je l'ai écrit après au moins une bonne dizaine d'années de sollicitations. Et pendant ces 10 années de sollicitations diverses de la part de différents éditeurs, j'ai eu le déclic sur une phrase où un homme politique avait dit que la police tuait. Et là, moi, ça, c'était pas possible vu que non, la police elle guérit, la police elle soigne, la police fait plein de choses agréables. Et en l'occurrence, moi, j'étais policier et guérisseur. Donc ça a été la raison qui a provoqué cette écriture. Et ensuite, une deuxième raison, ça a été la volonté de transmettre un message d'amour, un message de générosité, un message de partage et d'inciter les gens à essayer de trouver eux aussi leur propre ligne, leur propre chemin de vie qui va leur permettre de réaliser des choses extraordinaires. Alors comment j'ai réussi à concilier la qualité de don de guérisseur et de policier? Ça s'est fait tout naturellement. Moi, guérisseur, je l'étais quand j'étais tout petit. Euh, je rappelle que j'ai une de mes grandes sœurs, j'ai ma grande sœur qui me dit que j'ai soigné un chien à l'âge de 7 ans. Je n'ai plus 7-8 ans, je n'ai plus ce souvenir-là, j'ai pas de souvenir. Donc déjà, j'avais soigné un chien. Ensuite, comment, comment ça, comment j'y suis arrivé à concilier tout ça? Mais j'y suis arrivé de manière la plus naturelle possible. La première fois où j'ai soigné, c'était au commissariat Saint-Lambert dans le 15e arrondissement. Il y a un collègue qui est arrivé qui venait de se tordre la cheville en passant sur le trottoir juste devant le commissariat. Et il est rentré en claudiquant et je lui ai dit tiens viens, je pense que j'ai la capacité de te soigner. Et ça a démarré comme ça. Après, la police est toute petite. Enfin, c'est une grande famille, mais tout le monde se connaît plus ou moins. Et le bouche à oreille de la police judiciaire parisienne a fait que on savait que j'avais des capacités de guérisseur, on va dire, de rebouteux, et ce qui m'a permis de concilier tout ça. Après, il y a eu différentes expériences parce que j'ai été tenté par... tenté. On me provoquait quelque part en me disant est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que certains étaient rigolards de par mes capacités, mais j'assumais, je prenais ça de manière sérieuse, mais avec une certaine légèreté, et, euh, et j'ai toujours soigné sur tous les postes que j'ai occupés, dans toutes les brigades, tous les postes que j'ai occupés, pardon, dans les nombreuses brigades, j'ai toujours soigné. Alors, il y a l'anecdote dans le livre de l'Orange, effectivement, c'est le collègue qui me dit, vu que tu sais soigner, prouve-moi que tu peux magnétiser, et donc j'ai magnétisé cette orange. Voilà, j'ai plein d'exemples où tout s'est toujours bien déroulé. Ma secrétaire, sur mon dernier poste en tant que chef de cabinet du directeur général de la police nationale, ma secrétaire savait que dès l'instant où je fermais les portes, c'est que j'allais rentrer en soins et il y avait quelqu'un qui arrivait discrètement pour se faire soigner au sein dans mon bureau, et c'était normal, il n'y avait rien d'anormal pour tout le monde. À la BRI, j'ai un collègue qui arrive et qui a très mal au dos, et il me demande de le soigner, et je commence à le soigner et je sens qu'il va partir, et il part effectivement, il tombe littéralement inconscient, et il était très réceptif, et donc il tombe inconscient dans le bureau, et il y avait des spectateurs, entre guillemets, à savoir d'autres collègues qui étaient tout goguenards, mais qui, quand ils ont vu cette scène, sont restés bouche bée, quoi. Ils disaient plus rien, parce que il s'était passé quelque chose de physique, là, ça se voyait. C'est arrivé progressivement. Au début, je n'avais pas toutes ces perceptions que sont les miennes à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, là, je perçois des choses vraiment d'une finesse qui m'étonne. Et
je perçois certaines choses de l'être, plus d'un côté presque psychologique, plus des non-dits, plus de toute cette perception non verbale, non gestuelle. Il y a une perception qui se fait, qui vient de je ne sais où, de la part de la personne qui est devant moi. Comment ça, je l'ai affiné? Ben, ça s'est affiné tout doucement, c'est venu au fil du temps. Parfois, je lève encore les yeux au ciel en disant, mais je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je lève les yeux au ciel en disant, mais jusqu'où vous allez me faire aller dans ces perceptions? Il m'arrive de percevoir, presque de visualiser dans le corps de la personne qui est devant moi, ben, des organes ou des perceptions de tumeurs, de kystes. Il y a tout ça où je vois j'arrive à percevoir, oui, à visualiser, je dis voir, à visualiser certaines fonctions des organes en disant, bah tiens, ça passe mal dans l'urètre, tiens, il y a un problème dans telle partie du corps, un problème des vaisseaux sanguins, j'arrive à visualiser vraiment fort maintenant des choses qui pour moi étaient inimaginables. Donc je pense que continuer à accepter, continuer à recevoir des informations et surtout accepter de recevoir des informations. Oser. C'est les fameux 3 mots, 3 verbes qui me conviennent. Après, on les prend dans le sens qu'on veut, mais c'est oser, accepter et faire. Voilà, oser, accepter et faire. Dès l'instant où on est sur ces 3 verbes, bah je pense que ça amplifie la perception. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, mais ouais, il faut se laisser aller, il faut s'autoriser, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Après, il y a des perceptions que j'aimerais pas percevoir. Il y a des fois, je perçois des choses négatives sur les gens et c'est compliqué à recevoir comme information. Mais bon, je l'accepte aussi. Je l'accepte. J'accepte de recevoir ça. Alors, c'est venu. Il n'y a pas eu un élément précis qui a fait que je perçois mieux ou autre. Je pense que c'est également de plus en plus la volonté d'accepter, de recevoir ce genre d'informations qui fait que bah, ça augmente, jusqu'à quand, je ne sais pas. Je me posais la question quand est-ce que j'allais arrêter. J'ai 66 ans, je ne sais pas, à un moment donné il va falloir s'arrêter de pratiquer, mais ces perceptions, je pense, vont rester. Au-delà de la pratique du soin, je pense que je vais continuer à percevoir. Peut-être que ça sera des perceptions encore plus fines où d'aucuns me disent une forme de médiumnité, peut-être. Je ne sais pas ce qu'est la médiumnité réellement, mais je pense qu'on est dans un système là, à l'heure actuelle où tout s'amplifie, où il y a plein d'événements qui font que il y a plein de perceptions nouvelles qui arrivent. Est-ce que je suis dans cette dynamique? Peut-être, comme beaucoup d'autres, certainement, mais il faut... je l'accepte, voilà. J'accepte ces nouvelles perceptions, je les accepte. Est-ce que les perceptions qui étaient les miennes et que sont les miennes m'ont permis de réaliser des affaires dans la police? Je te dirais oui et non à la fois. Oui, je le cite dans le livre, j'ai l'intuition, j'ai la perception que pour trouver des microfilms dans un très grand appartement, je savais que j'allais le trouver et on m'y a quasiment conduit. Donc il y avait cette perception-là. Donc oui, là c'est un exemple concret. J'ai d'autres exemples où j'ai l'information d'un nom qui me vient et au cours d'une réunion de groupe, je dis tiens j'ai un nom qui me vient, je donne le nom et les collègues le notent. Il y a un des collègues qui juste après la réunion fait des recherches et s'aperçoit que le nom que j'ai donné correspond à une adresse d'un parent du voyou qu'on cherchait et
et c'était bingo, c'est dans cette rue-là qu'on a retrouvé le voyou. Voilà deux exemples, entre autres, de ces perceptions. Après, la notion de... Cette notion-là est partagée par de nombreux... enfin, nombreux. On était quelques-uns, et je pense qu'il y en a encore beaucoup, de fonctionnaires qui ont des perceptions particulières au sein de la police nationale, et ce qui fait que ces collègues font très certainement comme moi, et ils en parlent un peu, mais on ne le fait pas rentrer en procédure, parce que si on fait rentrer ça en procédure, c'est impossible, on va nous rire au nez. Donc on a quelques subterfuges pour pouvoir amener des informations qui parviennent à ses collègues. Je pense maintenant, encore à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des collègues, j'en parle un peu dans mon livre, j'indique qu'il y a des collègues qui font de l'écriture automatique, j'ai rencontré des collègues qui tiraient les cartes, j'ai rencontré des collègues qui avaient des dons de voyance, et ouais, il y en a d'autres dans la police nationale. Après, il y en a peu qui s'expriment sur le sujet. Je pense que je suis un des seuls à s'exprimer aussi clairement là-dessus, de part peut-être d'une certaine forme de timidité de la part des collègues qui veulent rester discrets sur leur perception. Après, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on peut faire parler des collègues sur l'immatériel et faire qu'ils se réunissent pour travailler ensemble? Je pense que ça pourrait se faire. Faire mon idée étant peut-être de créer des groupes de recherche sur des cas bien particuliers et de faire travailler des médiums, pourquoi pas? Quelle est l'influence de ma grand-mère maternelle dans mon évolution spirituelle? Dans le livre, j'en parle un peu. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail avec cette interview. Ma grand-mère était très croyante, elle était chrétienne catholique, et donc elle m'a indiqué qu'il y avait une croyance, il y avait une religion, il y avait quelque chose de fort derrière tout ça. Donc j'ai adhéré à ça très rapidement, et très rapidement, ma grand-mère, quand elle a vu que j'adhérais que je croyais à Jésus-Christ, que j'avais ces croyances-là, ces croyances chrétiennes, elle m'a dit, il y a autre chose aussi derrière, et elle m'a fait voir qu'elle était, elle, barreuse de feu. Donc barreuse de feu, c'est... elle retire le feu, elle retirait le feu. J'ai vu de nombreuses personnes venir quand j'étais enfant à la maison pour se faire retirer le feu, parce qu'ils s'étaient brûlés soit avec de la graisse, soit peu importe, toutes les brûlures, et il y avait les gens qui venaient pour se faire retirer ce feu-là. Le fait de voir ça, je savais qu'il existait quelque chose d'autre, voilà, une forme de spiritualité. Je le dis dans le livre, elle m'a indiqué de m'autoriser à aller voir derrière le rideau rouge qui était au fond de l'église. Quelque part, que la croyance chrétienne ne s'arrêtait pas qu'au rideau derrière l'église, il fallait aller voir au-delà. Et au-delà, c'était une forme de spiritualité, c'était une croyance de continuité de la vie, de l'invisible, de la force de l'invisible sur le visible. Il y avait tout ça. Et ma grand-mère m'a accompagné. Elle est morte, j'avais 18 ans. Elle me transmet de manière quand même assez étonnante, à savoir à l'intérieur de son livre de messe qu'elle demande à ma mère de me donner le jour de sa mort. Et je reçois le livre de messe, et dans le livre de messe, il y avait la prière pour barrer le feu. Cette prière pour barrer le feu, je l'ai utilisée et je continue à l'utiliser. Elle est, selon moi, c'est un support, parce que barrer le feu, tu me posais la question, je pense que
tout le monde peut barrer le feu. Suffit d'en avoir vraiment l'intention. C'est l'intention qui compte. C'est pas forcément les mots que l'on met dans la prière. J'en veux pour preuve, il y a des barreurs de feu musulmans, il y a des barreurs de feu juifs, il y a des barreurs de feu hindous, il y a des barreurs de feu en Amérique du Nord, aux Indiens d'Amérique du Nord. Et forcément, ils n'utilisent pas les mêmes mots que moi et ils ne font pas référence à une religion, à la religion chrétienne qui est la mienne. Parce que c'est l'intention qui fait qu'on peut barrer le feu. Je vais aller même plus loin. Je pense qu'on est tous plus ou moins guérisseurs. Après, on développe ou on ne développe pas nos qualités. Mais souvent, je prends cet exemple-là. La maman qui voit son petit tomber, le petit tombe, il se fait mal au genou. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa main, elle vient le poser sur le genou, ou elle le frotte, ou elle vient lui faire un bisou. Ça, c'est une forme de guérison. C'est un acte de guérison pour l'enfant qui vient d'avoir mal. Et de nombreuses fois, on voit des gens, lors d'un accident grave ou autre, qui viennent et on dit, ils ont fait un point de compression. C'est peut-être même pas un point de compression, mais arrêter le sang, c'est pareil. On peut arrêter le sang dès l'instant où on s'en donne la volonté et on a l'intention de faire ça. Donc, barreurs de feu, il y en a beaucoup qui pourraient le faire. Et comme guérir, il y en a beaucoup qui pourraient guérir ou même s'auto-guérir. Après, il faut faire confiance aussi à la médecine allopathique. Hein, attention, elle existe, elle est là et elle est formidable avec des aspects particuliers où on a besoin de la nouvelle technologie des médicaments ou de chirurgie pour pouvoir soigner des gens. Mais bon, il faut avoir confiance aussi dans notre pouvoir de guérison. Ça existe déjà en matière d'hypnose. On fait venir des hypnotiseurs pour un mieux-être du patient lorsqu'il est sur la table d'opération. Et j'ai cru comprendre que maintenant, il y avait certains chirurgiens qui autorisaient certains magnétiseurs à assister à certaines interventions pour pouvoir améliorer la cicatrisation ou l'amélioration de post-opératoire. Alors, l'histoire de Maître 10 et de cette étonnante rencontre au Vietnam avec ce monsieur, alors, c'est très étonnant. Je me trouvais, je le raconte dans le livre, je me trouvais au cabinet, j'étais chef de cabinet du directeur général de la police nationale. J'ai une amie qui est restauratrice sur Paris et qui m'appelle un jour en me disant « Écoutez Robert, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui voudrait bien vous rencontrer parce qu'il perçoit que c'est vous qui, par mon intermédiaire, il vous cherche. Et il sait que c'est vous qui le cherche. » Au vu de ces explications, je trouve ça un peu confus, mais je lui dis volontiers, venez me voir. Donc Madeleine est restauratrice d'origine vietnamienne et elle me parle d'un ami vietnamien. Et cet ami vietnamien vient sur Paris pour essentiellement me rencontrer. Donc il fait le voyage entre le Vietnam et Paris pour venir me voir. Je le rencontre, on discute 3-4 minutes. Après, il annonce par l'intermédiaire de la sœur de Madeleine qui me traduit. Il me dit qu'il va se connecter à ses énergies pour voir si c'est bien moi qui suis la personne qu'il cherche. Et au bout de quelques minutes de méditation, un genre de méditation, et il a confirmation que c'est moi qui cherche. Alors il cherche quoi? Il m'annonce que je suis son frère d'une autre vie. Donc je l'accepte tout en souriant plus ou moins et en étant un peu dubitatif. Et puis pour en finir, je comprends que la personne qui est devant moi s'appelle 10 parce que c'est le 10e enfant d'une famille et les parents ne savaient plus comment l'appeler, donc ils l'ont appelé 10. Et
10 est devenu Maître 10. Maître 10, c'est un puissant bonhomme, petit bonhomme du Vietnam qui a en charge le Feng Shui, mais il a une forme de connaissance du Feng Shui extraordinaire, à savoir il intègre à la fois les bâtiments, les individus, les énergies et tout ça, il met tout ça en harmonie pour que les gens se sentent bien. Et donc Maître 10 me dit qu'il faut que j'aille au Vietnam, et donc il organise tout, et quelques mois plus tard, après cette rencontre dans mon bureau, je me retrouve au Vietnam, et là-bas au Vietnam avec lui, il m'accueille, et on va visiter différents endroits du Vietnam. On a sillonné, on a pris l'avion, on est allé dans des endroits étonnants du Vietnam, où à chaque fois, sa question c'était « Et là, qu'est-ce que vous ressentez ?» Et il fallait que je lui donne mon ressenti sur les lieux ou sur les personnes qu'on rencontrait. À chaque fois, il était satisfait des réponses, visiblement. Je suis revenu ici avec un objet qui est à l'intérieur de mon cabinet, qui est un objet de protection, parce qu'il a voulu il m'a dit qu'il fallait me protéger. Donc voilà, il m'a créé un objet de protection. Quelques années plus tard, il m'a à nouveau sollicité. Il fallait à ce moment-là qu'on se rende tous les deux à Londres. Donc pareil, je l'ai retrouvé à Londres. De manière complètement folle. Je me suis retrouvé à Londres, et de Londres, on est allé sur le méridien de Greenwich, on a fait quelques visites dans Londres, des visites spécifiques à des endroits spécifiques, et ensuite nous sommes partis à Stonehenge, et là à Stonehenge ça a été également une rencontre assez étonnante, où on est arrivé à Stonehenge, on était seuls. Parce que le chauffeur qui nous conduisait s'était trompé de route, il a pris pour en finir un petit chemin de terre et ainsi de suite, et nous sommes arrivés sur le parking qui était vide, parce que la route principale qui donnait accès à Stonehenge était barrée par un smirmorgue qui s'était mis en travers, et toute la circulation était bloquée. Ce qui fait que pendant 1 heure, nous sommes restés seuls, on était 4 personnes sur Stonehenge, il n'y avait personne d'autre, et les gardiens, il n'y avait qu'eux. Et là, pareil, Maître 10 m'a sollicité pour me demander ce que je ressentais sur Stonehenge, et je lui donnais mes impressions sur Stonehenge. Voilà, Maître 10, ça fait quelques années maintenant que je ne l'ai pas vu, mais nous sommes toujours en lien, un lien fort. Le livre, le passage du livre le concernant a été traduit en vietnamien et on lui a envoyé. J'attends sa réponse à ce que j'ai écrit sur lui. Voilà. Maître 10, c'est pour moi un être exceptionnel qui a une force, une puissance inouïe, et visiblement je fais partie de ses proches. La perception de la mort, elle est ancrée en moi depuis longtemps. Elle n'a pas changé par rapport à être confronté très souvent à la mort. Dans la police, et notamment dans la police judiciaire et en quartier, en commissariat de quartier, j'ai été nombreuses fois confronté à des morts, à des cadavres, on va dire. Donc, où je percevais que l'âme n'était plus là. Il y avait cette perception d'âme qui n'est plus dans le corps humain. Ça, je le percevais, et ça ne me perturbait pas. Souvent sur des morts récentes, oui, c'était perturbant, et l'histoire de la mort d'un enfant m'a particulièrement marqué, oui. Maintenant, l'approche de la mort, j'ai jamais eu peur de la mort, et pour moi, la mort, c'est la mort du corps physique, mais la continuité de l'âme, l'âme continue quelque part. En ce qui me concerne, j'ai cette intime conviction que ça ne s'arrête pas là. La conscience ne s'arrête pas à la mort physique du corps. Ça, moi, à l'époque, pas du tout. On n'était pas formé à la perception de la mort. La perception de la mort n'était pas... on parlait pas, on assistait à une autopsie,
voilà, pour voir ce qu'était une autopsie, voir si on pouvait assister à ça, ce qui est déjà un élément assez important, de voir un cadavre se faire découper et analyser. Mais on ne parlait pas de la mort. La perception de la mort n'a jamais eu... j'ai pas eu de grand cours sur la mort, ça se faisait sur le terrain, quoi. Il y avait des... C'est les anciens qui nous formaient quelque part à accepter cette mort. Maintenant, il y a eu des collègues qui ne supportaient pas et qui, on le savait, on prenait leur place, vu qu'ils étaient confrontés à... Ils ne supportaient pas ça. Il y a eu des éléments assez importants. Je me souviens des attentats de 97 me concernant sur 96 ou 97, l'attentat de Port-Royal, où il y avait des cadavres, enfin il y avait des corps déchiquetés, et il a fallu affronter ça. C'est sûr que à l'époque, il n'y avait pas trop de psychologues et c'était compliqué de gérer, mais on gérait quand même avec l'aide des anciens, et on était surtout sur la notion de légèreté. On prenait ça à la légère, on ne dramatisait pas, il ne fallait pas dramatiser. Même si on savait que la personne qui était décédée laissait derrière elle une famille et ainsi de suite, des gens qui allaient être dans le deuil, nous il ne fallait pas qu'on rentre là-dedans, il fallait qu'on reste dans le côté technicien de la chose, technicien de la mort, technicien du matériel sans s'occuper de l'immatériel. Et ça, je pense que c'est un élément important de s'occuper que du matériel et non pas de l'immatériel. Moi, il m'arrivait souvent, à la fin, et sur chaque mort, à la fin de la journée, je me branchais sur l'immatériel quelque part, pour appréhender, j'allais dire apprécier, mais pour appréhender si je percevais quelque chose dans l'immatériel. Parfois oui, parfois non. Mon arme en service, oui, je l'ai utilisée. C'est décrit sur une scène sur des arracheurs de sac à main d'une vieille dame. Mais après, à la brigade de recherche et d'intervention et à la BRB, j'ai utilisé sur des fusillades avec des voyous, j'ai utilisé mon arme, oui. C'est toujours des expériences assez fortes. Il y avait des anciens qui disaient « tu as une arme, si tu la sors, c'est pour t'en servir ». Voilà, donc on la sortait le moins possible, parce que se servir d'une arme, forcément, si les autres vous tirent dessus, c'est aussi pour les neutraliser quelque part, donc c'est une contrainte. J'ai blessé, je ne pense pas avoir tué. Quel conseil donner aux gens qui perçoivent des choses et qui n'osent pas se lancer? Je dirais simplement oser, quoi. Oser, faire. Oser faire. Dès l'instant où vous êtes dans le bien, dès l'instant où on est dans l'amour, dans le bon, dans la lumière, on ne peut pas faire de tort. D'autant plus que moi, je ne touche pas les gens. J'incite les gens à ne pas toucher dans un premier temps. Si après, il y a une notion de toucher le corps, pourquoi pas, mais il ne faut pas manipuler, il ne faut pas faire bouger les membres de manière forte ou autre. Enfin, moi, personnellement, je ne touche pas. Je conseillerais aux gens qui se lancent dans un premier temps, ne pas toucher, laisser le ressenti faire. De toute façon, l'intention de soigner, l'intention de faire du bien et d'avoir une réaction à travers nos mains, il faut le faire. Si vous avez cette envie-là, si vous sentez que c'est votre chemin, faites-le. De toute façon, prenez conscience que vous n'êtes que canal. On n'est rien du tout, c'est pas vous, c'est pas votre propre énergie, c'est une énergie qui vient d'ailleurs, qui passe à travers vous et qui vient soigner la personne. Nous, on n'est rien. J'aime cette notion de « t'es rien ». Rien, c'est les deux termes. Terrien, être terrien, t'es de la terre, mais t'es rien non plus. T apostrophe E S plus loin rien. T'es rien. Ça on n'est rien. On ne fait qu'un passage. On n'est que le canal de quelque chose. Avoir cette perception-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est continuer à s'autoriser à recevoir des infos, à faire passer les informations qui nous viennent, ou qui nous viennent de je ne sais où, ou qui nous viennent de la personne qui est devant vous. Acceptez ce canal qui se fait, ce circuit
cette fluidité qu'il y a entre la personne qui est devant vous et l'univers qui nous entoure. À partir de là, il faut se lancer. Moi, je l'ai toujours dit et je le dis encore, je suis contre les fameuses formations pour devenir thérapeute, énergéticien, guérisseur ou autre. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et protocole, je sais pas, je connais pas. Moi, je pense qu'on est capable de créer tous son propre protocole pour pouvoir le faire. Il n'y a pas un protocole défini. C'est pas parce que moi je vous dis, ben moi je commence derrière la personne, que vous êtes obligé de commencer derrière la personne. Peut-être que c'est devant, peut-être que c'est au niveau de son épaule, peut-être que c'est de prendre sa main. Il y a tout un tas de techniques qui font que... Moi je connais un rebouteux dans l'Ariège, mais il s'assoit, il est assis à côté de vous et il vous prend votre poignet droit avec sa main gauche. Et à partir de là, le soin commence. Il n'y a pas de protocole, il n'y a aucun protocole. Donc, ne tombez pas dans le panneau de « je vais faire telle formation pour devenir guérisseur ou magnétiseur ». Après, guérisseur-magnétiseur, c'est un sacerdoce. Il faut le reconnaître aussi parce que on n'est pas millionnaire avec ça. Voilà, on gagne peut-être de l'argent, mais on ne devient pas millionnaire. Et le fait de gagner de l'argent, c'est pas le but d'être guérisseur-magnétiseur. Le but d'être guérisseur-magnétiseur, c'est soigner, guérir. C'est pas autre chose. Donc, ouais, ne vous laissez pas embarquer dans des dans tout un tas de formations, de protocoles, de circuits qui pour moi ne font que de vous rendre dépendant de quelque chose. Or, être guérisseur, magnétiseur, c'est être libre. Le libre arbitre dans ma carrière de flic, dans ma carrière de guérisseur, dans ma vie, je pense que le libre arbitre n'est pas omniprésent en nous. Je pense qu'on a tous une destinée. On arrive pour réaliser des choses. Qu'on le veuille ou non, on a des choses à réaliser qu'il faut réaliser. Le libre arbitre, oui, c'est peut-être, et encore, c'est de tourner à gauche plutôt qu'à droite. Est-ce que c'est une volonté de libre arbitre? Je ne sais pas. Ou le libre arbitre de refuser de faire des choses? Peut-être. Mais cette chose-là, peut-être que tôt ou tard, vous allez la réaliser ou tu vas la réaliser. J'ai pas, pour moi, le libre arbitre, c'est tellement compliqué à dire, vous voyez que j'y crois pas, en gros, voilà. Moi, on est destiné à quelque chose. Après, ça va choquer des gens d'entendre ça, mais j'ai l'intime conviction que, à la marge, on modifie quelques structures qui sont autour de nous, mais le chemin qu'on doit prendre, on le prend et il est inéluctable, il est devant nous. Après on a des difficultés parfois à le prendre, à ne pas le prendre, ou à vouloir le prendre, mais je pense que ça fait aussi partie de l'expérience. Pousser à bout de la réflexion sur le libre arbitre, c'est... qu'est-ce que le libre arbitre déjà? Est-ce qu'il existe réellement pour tout le monde? Y a pas moi, je crois à la force divine, à la force de l'inconscient et de l'invisible. Et je pense que c'est plutôt cette force-là qui m'incite à penser au libre arbitre et à essayer de se dire qu'il y a un libre arbitre qui existe. Et c'est rassurant peut-être pour certains, le libre arbitre, se croire supérieur. Mais moi, je ne me considère pas supérieur. Donc, pour moi, ce que je vis, si vous me voyez aujourd'hui et si vous m'entendez, c'est que ça devait se faire. C'est pas mon libre arbitre. Je crois en une force divine, une force colossale, quelque chose qui crée tout ça, qui fait que on est là tous les deux, on est là avec les gens qui vont nous regarder à travers cette webcam. Il y a, je crois, à la force, une force de conscience, une créatrice, une puissance créatrice qui
qui nous dépasse. S'imaginer être au sommet, nous, terriens, hommes ou femmes, humains, au sommet de la création, pour moi, c'est une aberration. On est un petit maillon de rien du tout dans cet univers qui est bien plus colossal et bien plus intuité, bien plus forte en matière de réflexion que la nôtre. S'imaginer que la machine que l'homme a créée va être supérieure à l'homme, peut-être, mais au-delà de la machine, il y a une force qui fait que, pour moi, il y a une conscience qui dirige aussi cette machine. Parce que, souvent je dis, tout ce qu'on a autour de nous a été pensé. Tous les biens qu'on voit autour de nous ont été pensés. Donc, la pensée est créatrice, et je pense que notre pensée créatrice d'humain qui crée notre environnement est très limitée par rapport à la pensée qui dirige l'univers et qui crée tout l'univers. Je crois réellement qu'il y a une forme de pensée, puissance forte, qui crée tout l'univers et qui a créé ce monde qui... Souvent c'est vertigineux, l'anecdote de croire en cette force, à cette force supérieure. Je vais vous la raconter, cette anecdote, c'est quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, je devais avoir 12-13 ans, je me suis imaginé que la Terre était à l'intérieur d'un barreau de chaise, un barreau de chaise, et que sur cette chaise, il y avait un homme qui s'asseyait, ou un être qui s'asseyait. Voilà. C'est pour vous donner l'idée que j'avais déjà à l'époque, en étant gamin, de cette force qui dirige, qui est omniprésente pour moi.